Salut à tous, c'est Omen. Bienvenue sur la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, j'inaugure un nouveau format de vidéo consacré aux règles du jeu, Discerner l'impensable. Alors, ce nouveau format de vidéo n'est pas destiné aux débutants qui voudraient apprendre à jouer. Pour ça, il y a les vidéos de Shep et Ryzen. Il se situe plutôt dans un esprit d'approfondir les règles, de répondre à des questions assez concrètes qu'on peut se poser en cours de partie, et puis surtout d'apporter une illustration au guide de référence. Parce qu'on l'a tous vécu, la lecture du guide de référence peut apparaître un peu aride, pas forcément concrète, et pourtant il y a beaucoup d'éléments avec la fac qui complète, qui répondent aux questions des joueurs et qui couvrent l'ensemble des situations du jeu. Donc aujourd'hui, on va examiner les tests de compétences au travers des différentes étapes du timing de test de compétences. Donc pour rappel du guide de référence, les tests de compétences ont 8 étapes. On va examiner chacune des étapes une par une dans cette vidéo. Et on va attaquer dans le vif du sujet avec la première étape du test de compétences. Donc cette première étape, d'abord ce qu'on peut dire sur elle, c'est qu'elle formalise le début du test de compétences. C'est-à-dire que tous les effets qui font référence à quand un test de compétences débute feront référence à cette étape-là et à ce timing. Par exemple, la carte l'argent et roi qui se joue au début du test de compétences et qui permet de faire un test de ressources au lieu de faire un test de compétences, se joue lors de l'étape TC1. C'est aussi l'étape où on détermine la compétence testée. Typiquement, et en règle générale, pour un combat c'est la force, pour une enquête c'est l'intelligence. Mais on a vu qu'il y avait un paquet de cartes mystiques par exemple qui permettaient de tout faire à la volonté, et donc du coup c'est lors de cette étape qu'on va fixer la compétence. On a aussi des cartes qui nous permettent de choisir l'une ou l'autre des compétences. Par exemple, Châtiment lumineux permet soit de combattre à la force, soit de combattre à la volonté. Donc voilà pour cette étape, elle formalise vraiment le début du test et puis elle permet de fixer la compétence testée. On va passer à l'étape 2 qui est l'étape d'attribution des cartes. C'est à ce moment-là donc qu'on se booste, qu'on attribue des icônes, soit des cartes de compétences, soit d'autres cartes qui ont des icônes pour améliorer sa valeur de compétence. Mais un petit point délicat qui est pas forcément maîtrisé au départ, c'est qu'on a le droit d'attribuer uniquement des cartes comprenant des icônes définies lors de l'étape TC1. Ça veut dire que je ne pourrai pas attribuer une carte qui a que des icônes d'agilité à un test d'intelligence parce que j'ai envie de piocher. Et il y a une erreur commune qui consiste, par exemple, à attribuer un cran à une lame spectrale. Lame spectrale est une carte qui a une capacité combattre et donc on ne peut que attribuer des icônes de force à lame spectrale. Donc ça ne marche pas avec cran, mais à contrario, ça marche avec détermination. Et ce qu'on peut dire avec cette carte détermination, qui a aussi bien des icônes de volonté que de force, que seuls compteront les icônes de la compétence testée dans le test. C'est-à-dire que sur détermination, on va se booster à la force, mais la volonté qui s'ajoute à la force par la capacité de l'âme spectrale ne sera pas boostée par détermination. Alors il peut y avoir des cartes qui n'ont pas d'icône. Par exemple, Garder courage n'a pas d'icône, donc dans l'absolu, sans son texte, elle ne pourrait pas être attribuée à aucun test, mais Garder courage a un petit texte qui dit « Vous avez le droit d'attribuer Garder courage à n'importe quel type de test ». De même, on a les compétences du cycle Les confins de la Terre qui n'ont pas d'icône et qui ont ce petit texte assez alambiqué qui dit « Tant que la carte est dans notre main ou attribuée, elle gagne certains icônes. » Par exemple, Inspecter les alentours gagne des icônes d'intelligence et d'agilité tant qu'elle est dans notre main et qu'elle est attribuée à un test. Alors pourquoi ce texte alambiqué et pourquoi pas tout simplement dire que la carte gagne des icônes égales à nos valeurs de compétences respectives? Parce que cette carte ne combote pas avec la perfection vient de l'entraînement. La perfection vient de l'entraînement, c'est une carte qui nous permet d'aller chercher parmi les 9 cartes de notre deck une carte de compétence éligible et de l'attribuer.
et inspecter les alentours et une carte de compétences qui a certes le trait entraîné, mais qui, lorsqu'elle est cherchée dans notre deck, n'est ni dans notre main, ni attribuée au test de compétences. Elle n'a donc pas les icônes, elle ne peut pas donc être attribuée. De même, si on place inspecter les alentours sous Amanda Sharp, on ne pourra pas l'attribuer au test de compétences qu'Amanda fait. Voilà pour l'étape 2. On va maintenant examiner les 2 fenêtres de joueurs qui entourent cette étape 2. Alors ces fenêtres de joueurs, en fait, elles sont positionnées avant la révélation du pion KO. Donc on ne peut pas se booster après avoir révélé un pion KO et on ne peut pas activer de capacité, sauf texte spécifique sur la carte, par exemple la carte chanceux, en dehors de ces fenêtres de joueurs. Alors quand on reprend notre exemple avec l'âme spectrale, on peut dans ce cadre tout à fait utiliser études supérieures pour booster notre volonté. Là, la compétence qu'on booste n'est pas nécessairement une compétence éligible. Et on pourrait d'ailleurs booster une compétence qui ne sert à rien pour le test, tout simplement pour se débarrasser de ressources, par exemple si on joue cacher son jeu. Ces 2 fenêtres de joueurs, elles interviennent avant et après l'attribution. Et le fait qu'il y ait 2 fenêtres est très utile, par exemple, si vous jouez l'investigatrice Lola Hayes, parce que ça lui permet de changer de rôle et de pouvoir jouer sur 2 classes lors d'un même test de compétences. Par exemple, Lola peut tout à fait activer la hache d'incendie parce qu'elle a commencé son tour en survivant, utiliser la première fenêtre de joueur pour changer de classe, devenir gardien et attribuer coup vicieux à son test de compétences. Ou bien, elle peut attribuer pas sans combattre pour booster sa force et changer de classe après l'attribution de carte pour protéger sa hache d'incendie contre sa faiblesse signature. Enfin, ce qu'on peut dire sur ces 2 fenêtres de joueurs, c'est qu'elles nous apportent des fenêtres de joueurs avant la fin de la phase mythe. Et ça peut être très utile. Par exemple, si on joue à plusieurs et que le précédent joueur a joué Antique Fléau, on va pouvoir sacrifier son initié aux arcanes dans le test de compétences qu'on va faire pour éviter, pour se prémunir d'un risque d'avancée de l'intrigue. Donc ces fenêtres de joueurs, elles peuvent aussi nous apporter des fenêtres de joueurs durant la phase mythe qui nous permettent d'activer n'importe quelle capacité éclair et des fenêtres de joueurs avant que tous les joueurs aient pioché leur carte rencontre. Voilà pour les fenêtres, on va maintenant passer à l'étape 3. Alors l'étape 3, c'est révéler un pion KO. Jusque là tout va bien, c'est assez simple, on plonge la main dans le sac, on mélange un peu, on prie et on révèle un pion KO. Sauf que les designers nous ont conçu des effets qui nous invitent à ignorer ou annuler des pions KO. Par exemple, l'investigatrice Jacqueline Fine et sa capacité signature. Alors, un truc qu'il faut se dire, c'est que si un pion est ignoré ou annulé, il est considéré comme n'ayant jamais été révélé. Par exemple, Jacqueline Fine utilise une flamme azurée où elle révèle un 0, un Elder Sign et un crâne. Si elle choisit d'ignorer le 0 et l'Elder Sign, la capacité réaction de la flamme azurée ne s'activera pas et Jacqueline Fine ne prendra pas de dégâts. Attention, ignorer un modificateur n'est pas la même chose qu'ignorer un pion KO. Ignorer un modificateur, c'est traiter le modificateur comme un 0. Mais le pion KO est réputé comme ayant été résolu malgré tout. Par exemple, l'antique traité nous donne la possibilité d'ignorer le modificateur de tous les pions bénis révélés lors d'un test, mais les pions ont quand même été révélés et toutes les capacités qui font référence à la révélation d'un pion béni lors du test s'activeront même si on a incliné l'antique traité. Cette étape 3, c'est aussi le timing d'activation de la capacité signature de certains investigateurs. Par exemple, Wendy Adams, Père Matteo et Silas Marsh. Voilà pour l'étape 3, on va passer maintenant à l'étape 4. L'étape 4, c'est l'étape où on applique l'effet du pion KO. L'effet du pion KO
c'est d'abord les effets des symboles, sauf s'il y a sur les symboles une référence à un autre timing du test de compétence. Typiquement, si ce test de compétence échoue, placer une fatalité sur l'intrigue. Voilà. C'est aussi le timing d'activation du signe des anciens. Et par exemple, l'investigateur Norman Witter va échanger la carte du dessus de son deck avec une carte de sa main à ce moment-là, alors que le modificateur du test, lui, sera calculé à un moment ultérieur du test de compétence. Ce qui nous fait dire que c'est la carte qui se situait dans sa main en début du test qui va déterminer sa valeur de compétence modifiée. Alors, le respect de ce timing, il peut être assez stratégique, assez capital dans certaines situations. Prenons par exemple Agnès Becker, qui est engagée avec le prêtre Ghoul et qui a sous son contrôle un flétrissement. Le prêtre Ghoul a déjà 4 dégâts sur lui. Agnès joue en solo, donc elle a besoin de lui faire un dégât supplémentaire. Elle révèle un crâne et donc, durant cette étape, elle va se prendre une horreur. Par sa capacité réaction, elle va infliger un dégât au prêtre Ghoul et le vaincre avant la fin du test de compétence. Ce qui signifie que peu importe la réussite ou l'échec du test, le prêtre Ghoul sera vaincu. Et même, quand bien même Agnès devait échouer au test de compétence, la capacité riposte du prêtre Ghoul ne s'activerait pas parce qu'il a été vaincu avant le timing d'activation de cette capacité. Voilà pour l'étape 4, on va maintenant passer à l'étape 5. Alors, l'étape 5, c'est l'étape au cours de laquelle on calcule la valeur de compétence modifiée. C'est-à-dire qu'on va prendre la valeur de base, les bonus, les cartes attribuées, les boosts, on va soustraire ou additionner si on a de la chance le pion KO, et puis cette valeur modifiée, on va la comparer avec la difficulté. Alors ce qu'on peut dire sur la valeur modifiée, c'est qu'elle est recalculée en permanence et en temps réel. C'est-à-dire que si un effet au début du test influait sur notre valeur modifiée et qu'il y a des choses qui ont changé en cours de test, lors de l'étape 5, la valeur est recalculée. On va prendre un exemple concret. Supposons que Mine fasse un test de compétence dont la difficulté est de 4. Elle attribue curiosité, dont le texte dit tant que vous avez 4 cartes ou plus dans votre main, curiosité gagne une icône d'intelligence et une icône de volonté, 2 icônes si c'est 7 cartes ou plus. Donc Mine a 4 cartes dans la main, curiosité lui apporte 2 icônes. Mine révèle 1-4. Sa valeur de compétence modifiée est de 2. Mine se dit qu'elle peut jouer un chanceux, elle joue le chanceux et gagne +2 à sa valeur de compétence. En théorie, elle est à 4, elle gagne le test. Sauf que la valeur de compétence est recalculée. Et comme Mine n'a plus que 3 cartes en main, curiosité perd une icône et sa valeur de compétence est à 3. Elle échoue. Donc voilà pour le calcul de la valeur de compétence modifiée. On va passer à la 6e étape qui est la détermination de la réussite et de l'échec. Donc ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'on réussit à un test de compétence si notre valeur de compétence est supérieure ou égale à la difficulté du test. Et ça, c'est valable pour les tests de compétences où la difficulté est de 0. Ça veut dire que si j'enquête à la lampe torche dans un lieu dont la valeur occulte est de 2 et que j'utilise ma lampe torche qui porte la valeur occulte à 0, même si je tire un -5, mon test est réussi. L'exception de ce principe est l'échec automatique. Ce qu'il faut retenir sur l'échec automatique, c'est qu'il gagne toujours, sauf si vous avez la carte E-catastrophe ou le parasite des rêves. Ce qu'on peut dire également sur cette étape, c'est qu'on définit une réussite automatique comme étant une réussite au cours de laquelle la difficulté du test est portée à 0 et notre valeur de compétence modifiée est notre valeur de compétence modifiée. A contrario, un échec automatique, c'est l'inverse. La difficulté est celle définie au début du test et la valeur de compétence modifiée est de 0. Et ce qu'on peut dire sur la réussite automatique ou l'échec automatique, c'est que l'échec automatique bat la réussite automatique. Il est fort ce tentacule.
Alors l'étape 6, c'est aussi le timing de tous les effets dont le texte est après avoir réussi, après avoir échoué, après avoir enquêté, échappé, combattu avec succès. Donc alors ce petit texte, c'est une subtilité du jeu, puis on va le voir par la suite, c'est un peu contre-intuitif, mais on pourrait rajouter tout de suite après avoir réussi, tout de suite après avoir échoué. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tous les textes après avoir réussi, après avoir échoué, se résolvent lors de l'étape 6. Par exemple, la patte de lapin, elle se résout lors de l'étape 6, donc avant l'étape 7. On pioche notre carte avant d'avoir appliqué le résultat du test de compétence. Alors, cette étape 7, donc, c'est la fameuse étape où on applique le résultat du test de compétence. Typiquement, découvrir un indice si on enquête, infliger des dégâts si on combat, se désengager et incliner l'ennemi si on échappe, mais aussi des effets qui sont beaucoup moins plaisants, riposte, alerte, hanté. Donc voilà, tous les effets qui sont liés à la conséquence du test de compétence sont résolus lors de l'étape 7. Et donc l'étape 7, par rapport à l'étape 6 qui est l'étape du après avoir réussi ou après avoir échoué, l'étape 7, c'est l'étape du en cas de réussite, en cas d'échec, ou si ce test de compétence est réussi. Donc là, on est vraiment dans la conséquence du test de compétence, du résultat du test de compétence, et non plus dans un effet qui est centré autour de la réussite ou de l'échec. Alors, ce qu'on peut dire sur ce timing, et aussi sur le timing précédent, sur tous les précédents, c'est que s'il y a deux effets qui s'activent, deux capacités qui s'activent sur un même timing, le joueur choisit l'ordre de résolution. On va prendre un exemple simple. Si j'ai attribué à mon test de compétence perception et Eureka, je pourrais choisir dans quel ordre je résous les capacités. Soit je pioche d'abord et ensuite je cherche une carte parmi les 3 premières cartes de mon deck, soit je cherche d'abord et ensuite je pioche. Donc on a dit que c'était un peu contre-intuitif parce que naturellement en fait on aurait tendance à positionner tous les effets après avoir réussi ou après avoir échoué comme étant postérieurs à la conséquence du test de compétence, comme étant à la fin du test de compétence. Et non, ces effets, ils sont positionnés lors de l'étape 6 et ça a des conséquences sur le jeu. La première, c'est que, par exemple, prenons la carte « Essayer et réessayer », elle ne synergise pas avec « Garder courage ». Pourquoi? Parce que le texte d'essayer et réessayer est après avoir échoué à un test de compétence. Et le texte de Garder courage est en cas d'échec, piocher de cartes et gagner de ressources. Donc, essayer et réessayer va renvoyer la carte attribuée Garder courage en main lors de l'étape 6 et l'étape 7 qui est l'étape de résolution de l'effet de Garder courage, lors de cette étape Garder courage sera en main et du coup sa capacité ne s'activera pas. A contrario, le totem macabre a un texte qui dit en cas d'échec, renvoyer la carte en main. Et donc le totem macabre synergise avec Garder courage et permet notamment à Stella de jouer cette carte de manière très récursive et de piocher beaucoup de cartes et gagner beaucoup de ressources. Ça tombe bien, elle en a besoin, elle est très difficile à jouer. Donc on va prendre un exemple concret justement en parlant de Stella pour en fait illustrer un peu la dimension tactique de la dichotomie entre l'étape 6 et l'étape 7. Donc supposons par exemple que Stella soit engagée avec un magicien de l'ordre. Le magicien de l'ordre a riposte et Stella le combat avec son Derringer. Donc elle attaque, elle initie la capacité et elle tire un -4. Sa valeur de compétence modifiée est de 1. Stella échoue et après avoir échoué, oups, elle échoue avec une différence de 3 ou moins, elle joue la carte oups qui lui permet d'assigner les dégâts de cette attaque à n'importe quel ennemi dans ce lieu, donc le magicien de l'ordre. En conséquence, le magicien de l'ordre est vaincu durant l'étape 6 et il ne ripostera pas durant l'étape 7. Durant l'étape 7, en revanche, ce qui va se passer, c'est que Stella va pouvoir activer la capacité du Derringer, en cas d'échec, placer une munition sur le Derringer. On va prendre un autre exemple avec Trish Carborough. Trish enquête avec les outils de crochetage qu'elle active
Durant l'étape 3, elle révèle un 0. Elle réussit, et elle réussit avec une différence de 2. Elle incline, après avoir réussi, toujours durant l'étape 6, l'étui à cigarette porte-bonheur et tire sa faiblesse signature, les agents de l'ombre. Elle se retrouve donc, durant l'étape 6, engagée avec les agents de l'ombre. Durant l'étape 7, elle découvre un indice. Et comme elle découvre un indice dans un lieu où se situe un ennemi, elle échappe automatiquement aux agents de l'ombre. Et les agents de l'ombre ont un texte forcé qui dit « Quand on leur échappe, on les défausse ». Donc Trish s'est débarrassée de sa faiblesse signature en enquêtant avec les outils de crochetage et en activant l'étui à cigarette porte-bonheur. Donc sans la maîtrise de ces étapes, on aurait tendance en fait à générer les agents de l'ombre après avoir découvert l'indice et donc du coup à ne pas les défausser. Alors ce qui est très chouette chez Trish, c'est que grâce à l'étui à cigarette porte-bonheur XP, elle va pouvoir chercher dans son deck et donc du coup générer les agents de l'ombre quand elle le veut et gérer parfaitement sa faiblesse signature. Donc voilà pour la dichotomie entre l'étape 6 après avoir réussi, après avoir échoué et l'étape 7 en cas de réussite ou en cas d'échec. On va maintenant passer à l'étape 8 des tests de compétences. Donc c'est durant cette étape que s'activeront tous les effets qui font référence à la fin du test de compétences. Par exemple, l'Elder Sign de Lily Chen qui lui permet de retourner une de ses disciplines depuis la face brisée vers la face intacte se résolve durant l'étape 8. Ce qui signifie qu'il ne se résolve pas durant l'étape 4 et que du coup, le boost apporté par la discipline, le boost éventuel apporté par la discipline ne comptera pas dans la valeur modifiée. Sans ce texte, après la fin de ce test de compétences, on pourrait assez aisément en fait, se booster de manière supplémentaire par la révélation d'un Elder Sign. Alors c'est aussi une étape qui est là pour nous rappeler que le test de compétences, il a une fin et que du coup, on est toujours en train de, après l'étape 7, on est toujours dans le champ du test de compétences. Je vais prendre un exemple assez concret. Supposons qu'on enquête sur ce lieu-là. Donc ce lieu-là a une capacité forcée. Après avoir découvert le dernier indice, effectuer un test d'infestation. Et si j'enquête avec la carte Lire les signes, qui me permet d'ignorer tout effet ou capacité qui devrait se déclencher durant cette enquête, ça me permet d'ignorer le forcé du lieu. Tout simplement parce que les indices sont découverts en TC7, il y a une étape après TC7 qui est TC8, donc ce qui signifie qu'on se situe toujours dans le champ de l'enquête quand on découvre le dernier indice et donc on se situe toujours dans le champ de la capacité de lire les signes. Alors pour conclure, on peut dire que la maîtrise des différents timings de tests de compétences est beaucoup plus technique que ce que le livre d'apprentissage laisse apparaître. Pour autant, une bonne maîtrise de ces timings, et on l'a vu avec Agnès, Stella et Trish, peut avoir une dimension tactique sur la partie parce que dans les trois cas, grâce à cette maîtrise des tests de compétences, elles ont pu se débarrasser de leurs ennemis respectifs voilà, parce que les effets étaient résolus durant les bons timings. Voilà pour cette vidéo sur les tests de compétences, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des compléments et des ajouts, à les signifier en commentaire. Si vous avez d'autres questions aussi, vous pouvez les poser en commentaire, vous pouvez les poser sur le Discord des JCETV, vous pouvez aussi les poser sur le Discord d'Aurora Arkham. Vous pouvez aussi faire des suggestions pour de nouveaux numéros de Discerner l'impensable, si certains points méritent d'être clarifiés et développés dans le cadre d'une vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.